Bonjour à tout le monde. Quand j'ai vu que les journées scientifiques INRIA se tenaient à Lyon, je me suis dit, ah bah oui, ils l'ont fait pour pouvoir avoir Patrick Flandrin, pour qu'il puisse... Et donc quand j'ai croisé Patrick quelques temps après, je lui ai demandé, tu es libre autour de début juin là, pour faire une conférence à 100 mètres de ton bureau lyonnais? Et il m'a dit, bah oui. Et donc on est très très heureux d'avoir Patrick parmi nous aujourd'hui. Donc Patrick est directeur de recherche de classe exceptionnelle au CNRS, à l'ENS de Lyon, et évidemment, comme vous le savez, membre éminent de l'Académie des sciences. C'est un de nos grands scientifiques nationaux, comme vous le savez, hein. Prix Montpetit de l'Académie des sciences, fellow de l'I3E, médaille d'argent du CNRS, premier chercheur français à recevoir le Technical Achievement Award de l'I3E Signal Processing il y a 2 ans. Il est pour 2 ans vice-président de l'Académie des sciences. Et puis, alors comme plusieurs d'entre vous et d'entre nous, il a une page Wikipédia, mais peut-être, et ça c'est plus difficile à avoir, il a aussi une page Google Knowledge Graph. Et ça, Google Knowledge Graph, c'est fait par les gens de Google pour repérer les personnes qui comptent. Donc, quand vous tapez Patrick Flandrin dans Google, vous verrez le petit carré à droite qui est extrait du web sémantique de Google où on a un certain nombre d'informations sur toi. Bon, son domaine, comme vous allez le voir dans sa présentation, le signal, le temps-fréquence, les ondes LED, il a fait 3 livres quand même sur le temps-fréquence. Quand vous allez sur la page de Patrick, vous voyez des références comme évidemment Fourier, mais aussi Gabor, Heisenberg, Kolmogorov, Mandelbrot, Shannon, etc. J'aime bien aussi le fait que Patrick publie en ligne ses cours, ses tutoriels. Tu donnes aussi des exemples concrets. Il y a des signaux qui sont téléchargeables sur ta page pour pouvoir travailler. Ça fait partie de la science ouverte qu'on préconise ici et je trouve que c'est vraiment très bien. Évidemment, des collaborations dans le monde entier. Alors, les collaborations qu'on a eues ensemble, Patrick était dans les comités de programme de l'ANR à l'époque où j'y étais. On a eu l'occasion de travailler ensemble à quelques reprises. Et puis, quand j'étais à Rennes, tu es venu plusieurs fois, notamment pour tes relations avec l'équipe de Rémi Gribonval, qui s'appelle maintenant Panama. Médiation aussi, tu es assez présent sur la médiation scientifique, y compris des contributions à Interstice. Et puis, une assez bonne visibilité sur YouTube. Si vous allez sur YouTube, vous verrez quand même pas mal de tes interventions, dont notamment celle qui est assez sympathique avec Patti Smith, ça a dû être intéressant, et Cédric Villani sur les chauves-souris. Voilà, donc je pense que ça va être assez passionnant d'écouter Patrick nous parler de Fourier. Et juste, je voudrais faire deux petites remarques personnelles avant de te céder la parole, Patrick. La première, c'est que, et tu ne le caches pas sur ta page, on voit aussi que tu as une deuxième passion pour l'écriture à contrainte. Vous savez, c'est l'écriture qui a été prônée par Georges Perec, Raymond Queneau, les gens qui se donnaient des contraintes pour écrire des textes. Et à un moment, quand on discutait ensemble, Patrick faisait des montagnes russes. Alors les montagnes russes, c'est chaque mot dans une phrase a une lettre de plus ou de moins que le précédent, c'est une contrainte. Et donc moi je voulais lui envoyer un mail, j'avais drôlement travaillé pour lui faire un mot de quelques lignes, et vraiment j'avais passé une demi-heure, 1 heure à essayer de faire quelque chose. Et puis lui, 2 minutes après, il m'a répondu avec une phrase qui était parfaite, très facilement, là j'étais totalement bluffé. Donc vous trouverez aussi beaucoup de ces exemples sur sa page personnelle. Et puis juste pour terminer, et c'est pas encore trop tard parce que c'était dimanche dernier, comme tu ne caches pas non plus ta date de naissance, j'en profite pour te souhaiter un très bon anniversaire en chanson. Will you still need me? Will you still feel me? When I'm 64. Patrick, à toi. Ok, merci beaucoup Bertrand pour cette introduction où j'ai appris des choses parce que du coup je vais aller googler mon nom sur là où il faut parce que j'étais pas au courant de cette affaire. Ok, et puis merci d'une manière générale à INRIA là, pour l'invitation, d'autant qu'effectivement je suis totalement voisin. Alors bon, je suis voisin, c'est bien, je suis voisin aujourd'hui, maintenant je suis de moins en moins voisin. De cet amphithéâtre, mais je suis très content de donner cette conférence ici. Donc, quand on me l'a proposé, on m'a dit que ça serait bien de faire quelque chose qui soit quand même en lien, enfin, qui soit de manière assez générale et en lien avec Fourier. Alors, donc j'ai choisi de parler de la modernité de Fourier. Fourier, voici le garçon. 1768-1830, donc quand on voit 1768, c'est juste à maintenant le 251e anniversaire de la naissance de Fourier, et l'an dernier il s'est passé beaucoup de choses
à l'occasion de ces 250 ans, j'y reviendrai sur la fin, qui a permis de remettre, disons, encore plus en lumière un certain nombre des actions et des travaux de Fourier, et en particulier de les mettre en perspective avec, on va dire, la science d'aujourd'hui, et puis peut-être la science de demain, et c'est un peu ce que je voudrais faire. Donc évidemment, je vais parler un peu d'histoire, donc je vais reparler du personnage Fourier, mais ce que j'aimerais qu'on voit ensemble, c'est comment est-ce que ça peut s'inscrire finalement dans une vision qui est une vision de la science qui est étonnamment moderne pour l'époque à laquelle ça s'est passé, époque d'ailleurs qui était assez troublée. Alors en fait, Fourier, si on regarde ce qui se passe, Fourier finalement il est partout. Alors il est partout, vous prenez le métro, tout le monde a des écouteurs, regarde un écran, derrière il y a quoi? Il y a du codage d'images, il y a du codage de son, il y a des vidéos, il y a des communications, il y a du JPEG, du MPEG 3, du MPEG, du MP3 et tout ce qu'on veut. Et derrière tout ça, il y a des transformations, et ces transformations, pratiquement tout le temps, il y a quelque part une brique qui est la brique de Fourier. Alors, c'est les communications numériques, mais évidemment, c'est aussi tout l'arsenal de méthodes de la physique et de l'instrumentation moderne, de la spectroscopie par définition, d'une certaine façon, parce que Fourier, on va le revoir, mais c'est quand même lié à de la décomposition en fréquence. Et qu'est-ce qu'on fait en spectroscopie? On décompose en fréquence. Fourier, c'est un prisme mathématique, si on veut. En IRM, évidemment, en échographie, tout ça, c'est des applications qui ont à voir avec ces aspects de transformation des images de telle sorte qu'on en extrait des caractéristiques qui soient des caractéristiques pertinentes, qui sont dans un espace qui est un espace plus parlant sur les données, qui est l'espace de Fourier, cristallographie, astronomie, génomique. Bon, j'ai juste pris des noms comme ça, mais on peut augmenter la liste pratiquement à l'infini. Alors derrière, ce qui se passe, c'est que, bon, il y a effectivement l'idée de ce qu'est la transformation de Fourier, que j'espère tout le monde connaît quand même un peu, donc je ne vais pas faire un cours sur la transformation de Fourier, mais il y a surtout l'idée que derrière, il y a un algorithme. Et une des révolutions, j'y reviendrai, mais une des révolutions qui a fait que Fourier est partout, c'est qu'il y a eu un développement avec la phase Fourier transform, la FFT, qui a été gigantesque parce que ça a transformé un outil mathématique potentiel en quelque chose de tout à fait effectif et réel qui a été utilisé dans pratiquement tous les champs du savoir. Et si on regarde des ordres de grandeur, on s'aperçoit qu'en fait, ce qui est le plus utilisé en permanence, à tout instant, maintenant, sur Internet, etc., en premier, c'est tout ce qui ressemble aux algorithmes de tri, et en deuxième, c'est de la FFT. Donc la FFT, elle est pratiquement partout dans l'utilisation des algorithmes sur Internet. Alors on peut dire qu'en fait, Fourier, il est devenu une sorte de nom commun de la science. Je pense qu'il n'y a pas un domaine scientifique où on parle du nom de Fourier et où ça n'évoque rien à personne. Il n'y a pas, je pense, un domaine scientifique qui est échappé à ça. Et pourtant, Fourier, d'une certaine façon, il est nulle part, parce que c'est un nom commun, mais ce n'est pas un nom commun qui, par exemple, l'année prochaine, puisqu'on est dans les anniversaires, on va fêter les 200 ans des lois de l'électrodynamique d'Ampère, donc Ampère, grand nom lyonnais aussi, qui est quelqu'un qui a laissé aussi son empreinte comme un nom commun, mais aussi comme un nom d'unité. Donc voilà, Fourier n'est pas dans ce cas-là, et Fourier est essentiellement ignoré par beaucoup de gens. Alors là, je ne peux pas m'empêcher évidemment de remonter à Jean-Pierre Kahn, parce que Jean-Pierre Kahn a été le grand défenseur et le grand réhabiliteur de Fourier, jusqu'à sa disparition malheureuse il y a quelques années. Et en particulier, en 2012, il avait écrit un très bel article qui est trouvable sur Internet très facilement, qui s'appelle « Le retour de Fourier », et où il parle de cette histoire de finalement qu'on ne connaisse pas ou qu'on ait oublié Fourier, et il dit que ça remonte déjà au 19e en fait. Et donc il y a la citation qui est assez célèbre de Victor Hugo dans Les Misérables, parce que Victor Hugo plante le tableau de l'année 1817, et l'année 1817, c'est l'année de l'élection de Fourier à l'Académie des Sciences. Il a cette phrase: « Il y avait à l'Académie des Sciences un Fourier célèbre que la postérité a oublié, et dans je ne sais quel grenier un Fourier obscur dont la postérité se souviendra. » Et donc évidemment, le Fourier que la postérité est supposée avoir oublié, c'est Joseph Fourier, c'est le nôtre, entre guillemets, celui dont on parle ce matin, et celui dont la postérité se souviendra, c'est Charles Fourier, donc le fouriériste, utopiste, phalangiste, etc. Donc, et si on regarde ce qui se passe, c'est pas complètement faux, parce que en termes de postérité,
bon, si on prend des marqueurs simples, il y a une rue Charles Fourier à Paris, il n'y a pas de rue Joseph Fourier. Et il n'y en a toujours pas. Jusqu'en 1974, Jean-Pierre Kahn se plaisait à regretter qu'il n'y avait pas d'entrée Joseph Fourier à l'Encyclopædia Universalis. Ce qui était assez étonnant vu l'impact que déjà Fourier avait sur la science. Alors le problème, c'est que Fourier, on va le voir, c'est quelqu'un d'une certaine façon qui a trop de cordes à son arc, qui a trop d'activités et dont on ne sait pas trop comment on le classe. Donc trouver une entrée qui soit une entrée la plus simple pour Fourier, c'est compliqué. Jean-Pierre disait qu'il était trop mathématicien pour les physiciens et trop physicien pour les mathématiciens. Et ça a été le cas dès le début, d'ailleurs, de ses premiers travaux. Et puis ensuite, ça a continué. Et puis si on regarde même les endroits où il a laissé une marque historique, en particulier la ville de Grenoble, dont il a été préfet, ben on voit que le souvenir que la ville de Grenoble en a gardé, il est un peu bizarre. Parce que j'ai retrouvé un annuaire des rues de Grenoble de 1975, donc c'est la même époque. Il y a une rue Fourier à Grenoble. Mais Fourier, en fait, il est là, on dit pourquoi? Parce qu'il était défenseur des arts et des lettres. Et il était mathématicien de surcroît. Bon, donc c'est la petite cerise sur le gâteau, mais comme c'était un petit hobby, je ne sais pas, il n'est pas... Voilà, c'est pas... Donc ces deux titres premiers sont défenseur des arts et des lettres, et puis on en reparlera un petit peu aussi, celui qui a éduqué et qui a protégé Jean-François Champollion pour la découverte des hiéroglyphes. Donc c'est pas forcément le souvenir que nous on en a. Alors ceci dit, ça s'explique parce que la vie de Fourier, c'est un roman. C'est un roman, alors bon, je l'ai ramené parce que il y a une BD qui est sortie récemment sur la vie de Fourier, qui a été faite avec en particulier l'Institut Fourier à Grenoble, sous la coordination d'Hervé Pajot. Et en fait, quand on liste un peu ces marqueurs de vie, on s'aperçoit que c'est quelque chose qui est assez extraordinaire. Bon, d'abord, il naît dans une fratrie de 16 enfants, et très rapidement, il se retrouve orphelin à 9 ans. Okay, donc il est repéré, ça c'est le début de la méritocratie qui finalement sera une sorte aussi de fil conducteur dans beaucoup de ses activités suivantes. Il est repéré comme étant un enfant qui mérite plus que la condition auquel, disons, son orphelinat dans cette famille de ses enfants le destinerait, et donc il est mis dans un meilleur orphelinat qui est une école militaire royale, le collège militaire d'Auxerre, où là, effectivement, il développe ses dons d'élève relativement prodige. Alors l'anecdote, mais qui n'est pas une anecdote, qui est vraie, dit qu'à 12 ans, alors c'était tenu par les bénédictins, ce collège militaire, mais à 12 ans, il écrivait des sermons, et les sermons étaient ceux qui servaient pour les prédications qui étaient faites à Paris. Donc beaucoup de grands prédicateurs ont enseigné les foules sans nécessairement savoir que c'était un gamin de 12 ans d'Auxerre qui leur avait servi de plume. Donc il a fait ça, et évidemment, lui, son ambition, c'était d'intégrer l'artillerie, qui était le corps militaire le plus savant. Et là, voilà, c'était avant la Révolution, basse extraction, il a reçu une très belle réponse qui dit que, malheureusement, n'étant pas de la noblesse, il ne pourra y accéder, et la lettre rajoute, quand bien même il serait le second Newton. Voilà. Donc, existe l'idée d'aller à l'artillerie, et du coup, il se rabat sur l'autre possibilité où il y avait de la culture, de la science, des bibliothèques où on pouvait imaginer de faire une trajectoire scientifique, eh bien, c'est d'aller vers les ordres. Et donc, il se retrouve novice chez les bénédictins et à Saint-Benoît-sur-Loire. Et en fait, il est sur le point de prononcer ses vœux. Et à ce moment-là, éclate la Révolution française avec les dissolutions des ordres qui vont avec, etc. Et donc, il est sorti de cette affaire et sa vie prend un nouveau tournant parce que, finalement, il se rend compte qu'il revient à Auxerre et il embrasse d'une certaine façon les idéaux révolutionnaires. Et là, il commence à développer son autre talent, qui est son talent, on va dire, de personnage public et de personnage entraîneur de foule, dans un certain sens, puisque au moment de la conscription, il réussit le prodige de créer la Société d'émulation d'Auxerre où on discute science, etc. Il rapporte les travaux de Franklin et en même temps, il convainc
de se faire s'engager bien au-delà du quota qui était fixé par la conscription, à partir duquel il aurait fallu faire le tirage au sort. Donc il n'y avait même pas besoin de faire de tirage au sort pour la conscription. Il avait levé plus de personnes qui étaient enthousiastes à ses idées. Donc il s'engage dans cette Révolution française, et évidemment, il est repéré doublement parce que c'est le moment où on crée deux structures importantes qui sont ce qui deviendra l'école normale supérieure et ce qui deviendra l'école polytechnique, donc l'école normale de l'an 3. Et donc les plus brillants sujets qui sont repérés dans les régions sont recrutés et deviennent élèves dans cette structure nouvelle qui est une structure de dialogue en fait avec les grands profs qui sont des Lagrange, des Berthollet, etc. Et évidemment il y fait merveille, il se retrouve à être enseignant à l'école polytechnique très rapidement. Et arrive à ce moment-là, avec la prise de pouvoir de Bonaparte, une autre aventure qui est que Bonaparte décide de lancer la campagne d'Égypte et d'adjoindre à la campagne d'Égypte un groupe de savants qui sont pour partie de l'Académie des sciences et pour partie des jeunes recrues, en particulier de l'école polytechnique. Et Fourier est embarqué dans cette aventure et il en devient tout de suite un des acteurs qui sont assez majeurs, d'une part pour son tropisme scientifique, mais aussi pour ses capacités de négociateur. Et en particulier, c'est lui qui négociera les sorties de la campagne d'Égypte après la mort de Kléber. Donc toute l'expédition récupère énormément de matériaux scientifiques qui seront dans la description de l'Égypte, qui est une grosse somme dont il écrit la préface, qui est un très beau monument littéraire. Il revient en France, il est nommé préfet de l'Isère. Et là, il va y rester un certain temps. Et tout en étant préfet de l'Isère et en faisant son boulot de préfet, il s'attache à son œuvre maîtresse qui est comprendre les équations de la chaleur. Et donc il va écrire son grand œuvre de la théorie analytique de la chaleur en étant préfet de l'Isère en 1807, soumettre le manuscrit à l'Académie en 1811, qui après des péripéties sera primé mais pas publié tout de suite. Et ensuite, sa carrière se continue à Paris, où il revient, il prend le bureau des statistiques, donc il se met à faire autre chose. Il est élu à l'Académie des sciences en 1817, il en devient secrétaire perpétuel en 1822. Jouissant de ce privilège, il arrive à faire publier son livre qu'il n'avait pas pu faire publier avant. Et puis, bon, les honneurs tombent un peu. Il est aussi membre de l'Académie française, de la Royal Society, et il meurt en 1830. Voilà, donc ça c'est un petit tour d'horizon, mais Fourier, c'est vraiment quelqu'un qui, en particulier, dans cette œuvre majeure de la théorie analytique de la chaleur, a développé toute une vision scientifique et tout un programme qui est de grande actualité. Alors, la citation la plus célèbre de Fourier, celle pour laquelle on l'appelle le père de la physique mathématique, dans le gros bouquin de Dombre et Robert, qui est la référence absolue sur Fourier, la vie, l'œuvre, l'homme, etc., c'est « L'étude approfondie de la nature est la source la plus féconde des découvertes mathématiques ». Donc ça, c'est une phrase assez emblématique, et c'est une phrase, mais en fait, qu'il a toujours guidée, c'est-à-dire qu'il a toujours eu cette idée qu'il fallait faire une science qui soit en prise avec le monde, et qu'on se pose des questions par rapport à ce qui nous est donné. Ensuite, on va construire des objets mathématiques, et les objets mathématiques peuvent aussi nous servir à mieux le comprendre. Mais, alors bon, je mets le mot traitement du signal à dessein, parce que pas un ouvrage de traitement du signal qui ne commence par Fourier. D'une certaine façon, Fourier, c'est le père spirituel de ce qu'on appelle le traitement du signal et ses algorithmes, précisément parce que la deuxième citation qui est moins connue dans cette même théorie analytique de la chaleur, c'est celle qui dit que, je passe le début, la méthode qui en dérive ne laisse rien de vague, etc., elle conduit jusqu'aux dernières applications numériques, et il rajoute condition nécessaire de toute recherche et sans laquelle on n'arriverait qu'à des transformations inutiles. Et donc là, on voit qu'il y a quand même aussi derrière l'idée de s'inspirer de la nature, de construire des objets mathématiques, l'idée que ce qu'on en fait, c'est transformable, ce que maintenant on appellerait un algorithme, c'est-à-dire quelque chose qui soit véritablement opérationnel et dont on puisse dire quelque chose. Alors, finalement, ça revient à regarder les choses avec ce triangle, disons, de la science telle qu'elle se fait de manière assez large. Alors, j'ai écrit physique, et entre guillemets, parce que physique, ça veut dire quoi? Ça veut dire le monde, ça veut dire le monde des données, ça veut dire la nature, effectivement, qui est la source la plus féconde des découvertes mathématiques, mais ça peut aussi être des artefacts technologiques produits par l'homme, ça peut être, dans une tendance plus moderne, des données dans un sens large. Donc la physique, c'est vraiment l'objet qui est, enfin cette physique au sens large, c'est l'objet d'étude, mais en même temps, les deux autres pieds de l'activité,
réalité, ils sont à la fois du côté des mathématiques, et les mathématiques, elles servent à quoi? Elles servent à donner un corps structuré, solide, à faire de la théorie, à avoir des preuves, et en particulier, il y a cette flèche entre physique et mathématiques, mais en même temps, il y a de l'autre côté ce qu'on peut appeler maintenant de l'informatique, où on est du côté du numérique et des algorithmes, en tout cas des algorithmes, qui peuvent s'interfacer avec les données. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, comme dans toute question de stabilité, on a besoin de ces trois pieds pour avoir une bonne stabilité, parce que si on n'a que l'interaction entre physique et mathématiques, c'est superbe, mais ce n'est pas forcément nécessaire, parce qu'on peut avoir des très belles théories, mais si on est incapable d'en avoir dans des temps raisonnables des implémentations qui sont des implémentations effectives, on sent qu'il y a une limitation. De la même façon, on peut avoir de très belles intuitions pour traiter des données et avoir des algorithmes ad hoc, empiriques, etc. Mais il y a une petite frustration si on n'est pas capable de les quantifier et de les formaliser d'une manière assez proche. Donc, vous pouvez penser à ce schéma-là d'une manière très générale en sciences des données maintenant. Vous pouvez mettre une arrière-pensée IA, deep, tout ce que vous voulez. Et d'une certaine façon, l'ambition que le traitement ici a suivi, c'est un peu de jouer ce rôle d'interface, c'est-à-dire de ne pas être réductible à chacun de ces points, mais en même temps d'être quelque part en interaction. Et si on regarde ce qui se passe du côté de Fourier, c'est exactement ça, parce que le point de départ, c'était l'équation de la chaleur, qui est typiquement un problème, alors là, de vraie physique. Okay, et pour ça, qu'est-ce qu'il a fait? En fait, il a inventé tout un corpus mathématique qui est devenu l'analyse harmonique, qui s'est développé considérablement après, dans le 19e et le début du 20e siècle. Et puis, ce que je disais tout à l'heure, il y a eu le petit plus qui a fait que c'est devenu incontournable, qui est qu'on a pu attacher à ces approches-là des algorithmes, comme la transformée de Fourier rapide, qui a permis de rendre ça opérationnel. Alors, si on regarde l'analyse de Fourier, évidemment, c'est fondamental, et forcément, ce n'est pas la fin de l'histoire. Donc, le résultat fondamental qu'il a été publié entre 1811, qu'il avait établi en 1807, qu'il a publié en tant que mémoire primé par l'Académie en 1811, qui est sorti sous la forme de la théorie analytique de la chaleur, sur le bouquin de 500 pages en 1822, c'est que si on veut être super résumé, on dit que toute, entre guillemets, fonction peut se représenter comme une somme d'oscillations harmoniques. Voilà. Alors, forcément, il y a des tas de conditions techniques, il y aura un siècle de travail là-dessus pour préciser cette affaire, mais l'idée est quand même extrêmement simple, extrêmement puissante. Et si on regarde ce qu'elle dit, c'est que finalement, les oscillations harmoniques, il faut quoi? Il faut trois paramètres pour les décrire. On a une amplitude constante, donc on considère que l'oscillation, elle se maintient de manière éternelle, elle n'a ni début ni fin. C'est le principe d'un sinus ou d'un cosinus. Et la fréquence fixe, donc on est sur des ondes monochromatiques. Donc si on oscille à une certaine fréquence à un moment, on continue à osciller de la même façon plus tard. Et puis, il y a un terme de phase, parce que c'est une référence de temps qu'il faut additionner. Alors, ce qui est assez remarquable avec ça, c'est qu'effectivement, on balaie des situations très différentes. Donc, ça, c'est juste pour donner une petite illustration. Ici, j'ai exactement le même jeu de mode de Fourier. Ça, c'est dans les trois diagrammes. On a exactement les mêmes jeux de mode de Fourier. Simplement, on les agence différemment avec les phases. D'accord ? Donc, même fréquence, mêmes amplitudes, etc. Alors, si on agence les phases de manière qu'elles conspirent pour toutes se synchroniser à un instant, on va vers, effectivement, l'idée que le Dirac, c'est la somme de toutes les fréquences, mais pourvu qu'on ait des bonnes phases. Donc, on peut créer un signal totalement impulsif et très, très transitoire. Si on fait ça, mais on le fait de telle sorte qu'on ait un glissement progressif des ondes les unes par rapport aux autres dans le temps, on peut obtenir ce qu'on appelle un chirp, où on a une fréquence qui est une fréquence qui devient variable dans le temps. Donc la fréquence variable dans le temps, ça nécessite une infinité de modes de Fourier, certes, dans cette description, donc c'est pas forcément parcimonieux, mais en même temps, évidemment, c'est atteignable. Et puis si on met des relations aléatoires entre toutes les phases, on obtient effectivement des situations de bruit. Donc on se retrouve quand même avec cette grande richesse qu'avec finalement des objets super simples, juste la façon de les agencer nous conduit à des situations très différentes qui sont des situations qu'on rencontre et qu'on a envie de traiter dans beaucoup de circonstances. Alors ça pose un point qui est intéressant, qui est le point justement de faire le lien entre ce qui est physique et ce qui est mathématique. Et là je reprends une citation de Broglie de 66.
où il dit quelque chose qui a beaucoup d'importance parce qu'on le retrouve dans beaucoup d'approches modernes de cette, et d'interprétation de l'analyse de Fourier de ce qu'il en a déduit, c'est qu'il dit la considération exclusive des ondes monochromatiques, c'est-à-dire l'analyse de Fourier, conduit à une conception qui me paraît erronée, mais dans le sens où si on considère une grandeur qui peut être représentée à la manière de Fourier par une superposition de composantes monochromatiques, tout ce qu'il vient de faire, c'est la superposition qui a un sens physique et non les composantes de Fourier considérées isolément. Donc ça, c'est assez profond quand même parce que, ça vient de Broglie, ça dit que ce qui est important, c'est la façon de mettre en relation les objets. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément, par une décomposition de Fourier, la révélation de l'existence sous-jacente d'objets effectifs qui composent ce qu'on observe. Et c'est en effet, c'était là, c'est en effet ce qu'on voit ici, décidément, j'étais là, voilà. Ici, bon, on sent bien que la description qu'on fait de l'impulsion, elle est mathématique. Et on sent bien que pour cette description de l'impulsion, il n'y a pas derrière l'existence physique de tous ces modes de Fourier. Donc l'exemple le plus simple, c'est de dire que pour créer une impulsion, si vous prenez juste un générateur de quelque chose, vous le branchez, débranchez, bon, avant qu'il soit branché, il n'y a rien, après qu'il soit débranché, il n'y a plus rien. Fourier dit qu'il y a tout le temps quelque chose. Mathématiquement, il a raison, mais physiquement, on s'en éloigne. Donc ça, c'est ce que veut dire de Broglie. C'est cette superposition qui a un sens physique et ce n'est pas les objets. Donc il y a une possibilité mathématique qui existe, qui est à disjoindre de l'interprétation physique qu'on en donne, et en particulier du côté de la parcimonie. Et un des intérêts modernes, c'est de voir dans quelle mesure on peut coller plus près à de l'interprétation physique, et en particulier de telle sorte qu'on se ramènerait à des descriptions qui seraient davantage parcimonieuses en termes d'éléments qui seraient des éléments descriptifs, avec l'espoir ou l'idée que ça collerait cette fois-ci à des réalités physiques. Donc ça pose naturellement la question d'aller au-delà de Fourier, post-Fourier. Alors, je ne vais pas vous faire l'exposé là-dessus, tout le monde est au courant de tout ça, mais j'en parle quand même un peu. C'est que l'idée, c'est que si on veut aller au-delà de Fourier, il faut faire déjà, par exemple, du Fourier local. C'est-à-dire cette idée que pour décrire des signaux et des images ou ce qu'on veut quelconque, il faut considérer des ondes éternelles, etc. On sent bien qu'il y a un petit problème de localité qui n'est pas géré d'une manière directe, mais qu'indirecte. Et la façon la plus simple, c'est de faire exactement comme on a toujours fait quand on a écrit de la musique, c'est-à-dire qu'on a dit qu'il y avait des fréquences, qui sont les différentes hauteurs là, sur la portée, mais en même temps, ces fréquences, elles existaient qu'à des instants particuliers, qui correspondent à ce qu'est les notes. Alors donc là, si on prend une partition, là c'est le début d'un morceau de piano, si on joue un morceau de piano, on l'enregistre, et puis on en fait de l'analyse de Fourier local, on obtient cette image où il y a le temps qui court à l'horizontale, il y a la fréquence qui court à la verticale, donc c'est ce qui est représentatif d'ici, et puis il y a l'énergie, dans ce cas-là il n'y a que l'énergie qui est codée du bleu profond pour les faibles valeurs, au rouge pour les grandes valeurs. Et ce qu'on voit effectivement, c'est qu'en faisant ça, on retrouve les signatures qui sont cette fois-ci davantage proches de la réalité physique de ce qu'on pense être la création du signal, puisque là, ces deux premières croches correspondent à ces deux premières notes que l'on voit. Et puis, on peut jouer ce jeu-là, glissando qui est ici, et puis on peut voir ce qu'il en est par rapport à l'amplitude et au forté. Donc, d'une certaine façon, Fourier local, c'est faire une portée mathématique, c'est rendre mathématique l'écriture musicale. Et une des façons les plus propres d'avoir formalisé ça un petit peu au-delà, là je fais un petit glissement, c'est d'aller vers la théorie des ondelettes, qui a été quand même une des grandes révolutions scientifiques des années 80, 1980, et qui vont au-delà de Fourier, mais qui en fait en préservent totalement l'esprit. Puisque si on se remet dans le schéma que j'avais tout à l'heure et qu'on se contente de le compléter, Fourier, c'était physique, équation de la chaleur, maths, analyse harmonique, algorithme, face Fourier transforme. Quand on bascule du côté des ondelettes, d'où viennent les ondelettes? Les ondelettes, elles venaient au départ d'un problème de géophysique, de vibrosismique, avec Jean Morlet. La grande chose, ça a été qu'avec Alex Grossman, qui vient de nous quitter malheureusement, Yves Meyer et d'autres, il y a eu une formalisation mathématique qui a conduit à des tas d'objets comme l'analyse multirésolution, mais qui a été un enrichissement de l'analyse harmonique.
et en même temps qui ont été, alors là il y a eu un raccourcissement temporel, parce que Fourier 1822, FFT 1965, il y a eu quand même un gap pour arriver aux algorithmes, mais bon, à l'époque il n'y avait pas non plus les calculateurs. Là le gap il s'est tout de suite comblé, dans la mesure où, de manière quasiment synchrone, cette approche s'est doublée d'outils algorithmiques avec des algorithmes pyramidaux, les méthodes de Mala, etc., etc. Ce qui fait qu'il y a tout un corpus, de nouveau, qui est un corpus stable à 3 éléments, qui sont en prise sur la nature, une bonne description, un bon contrôle mathématique et en même temps des algorithmes efficaces. Alors, je vais faire une petite parenthèse pour justement montrer un exemple d'un succès récent des ondelettes, puisque ça date d'il y a 3-4 ans, et qui est celui des ondes gravitationnelles. Donc là, je m'écarte un tout petit peu de Fourier, je reviendrai à Fourier après. Mais bon, c'était pour passer, quand même montrer un peu ce que fait du post-Fourier aujourd'hui. Alors, si on se met dans un contexte physique de relativité générale, on a cette idée très, très résumée que quand on a un objet massif, cet objet modifie la structure locale de l'espace-temps. Et de la même façon qu'en électromagnétisme, si vous mettez en mouvement des charges, vous créez un champ électromagnétique. De la même façon, si vous mettez des masses en mouvement, vous créez des vibrations d'espace-temps qui se propagent à la vitesse de la lumière et qui sont, théoriquement, c'est la théorie qui le dit, des ondes gravitationnelles. Le problème, c'est que ça avait été noté par Einstein au début du XXe siècle, dès la relativité générale, et peu après. Il y a eu des preuves mathématiques de l'existence, dans certaines circonstances, de ces ondes un peu plus tard. Ça a été compliqué. Mais par contre, d'un point de vue observationnel, c'était en attente. Et pourquoi ? Parce que ce sont des grandeurs physiques qui sont extrêmement ténues. C'est-à-dire c'est quelque chose qui a une décroissance en inverse de la puissance quatrième de la vitesse de la lumière. Donc le seul espoir de voir des ondes gravitationnelles, c'est d'avoir recours à des événements astrophysiques extrêmes, parce que sur Terre, en laboratoire, c'est vraiment pas possible. Alors, ces événements en particulier, il y a un candidat qui est un bon candidat, auquel les théoriciens ont pensé depuis longtemps, c'est la coalescence de systèmes binaires. Donc, vous pensez des systèmes binaires une paire d'étoiles à neutrons ou de trous noirs qui sont en rotation l'un autour de l'autre, jusqu'à un moment où, radiant de l'énergie qui se propage sous forme d'ondes gravitationnelles, par conservation de mouvement, ils sont de plus en plus proches, ils tombent l'un sur l'autre et ils émettent une quantité phénoménale d'énergie dont on peut espérer qu'une infime fraction sera captable sur Terre. Alors, ce n'est pas un observatoire. Alors, il y a des modèles théoriques qui existent, et en particulier, Thibaut Damour est un des plus grands contributeurs à cette théorie. Alors, évidemment, les observatoires en question ne sont pas des observatoires au sens classique. D'abord, ce n'est pas des ondes électromagnétiques, donc ce n'est pas des miroirs, ce n'est pas des choses comme ça, c'est des interféromètres. Et c'est des interféromètres géants qui posent des problèmes technologiques faramineux. Donc ça a été des programmes de recherche qui ont été sur 30 ans, qui ont conduit, en à côté de la détection elle-même, à des prouesses technologiques sur les lasers, sur les miroirs, sur toute la technologie qui va avec, de la même façon que le programme Apollo était non seulement de se poser le pied sur la Lune, mais aussi c'était un booster de technologie. Et il se trouve que ces interféromètres géants, précisément, laissent espérer que la signature de l'onde gravitationnelle sera une signature de type Chirp, donc un post-Fourier modifié, je vais en parler juste maintenant, mais avec une sensibilité qui doit être extrêmement grande et avec une visibilité temporelle qui est très faible, parce que ça dure quelques fractions de seconde. Alors, quel est le principe de la détection interférométrique ? Là, il y a une petite vidéo. Si on pouvait lancer la vidéo. Voilà. Donc, c'est qu'il y a un laser, ici, et comme toujours, c'est un Michelson, donc il y a une lame séparatrice, et au bout, il y a des miroirs, et donc il y a une réflexion sur les deux miroirs. D'accord. Donc si on regarde l'onde, quand elle part, elle est partagée en deux, donc on en suit un petit bout, elle frappe le miroir, elle revient, elle se recompose avec ce qui vient de l'autre miroir, et évidemment, suivant les relations de phase qui existent sur ces deux trajets, eh bien, on va obtenir quelque chose sur ici le détecteur, qui sera soit une frange noire, soit une frange brillante. Et si, ici, on a une longueur relative des deux bras qui est changeante, ben, ce qu'on va observer, c'est une modulation de ces franges d'interférence. Et c'est exactement ce qui se passe dans la mesure où ce qui est attendu de l'événement astrophysique, c'est quelque chose qui va modifier localement la structure de l'espace-temps, ce qui veut dire qu'on va avoir un effet différentiel sur les deux bras lorsque l'onde va passer.
de manière simplifiée, pour dire qu'un bras va être plus court et un bras va être plus long quand l'onde va passer sur le détecteur. Donc la deuxième vidéo, si on peut la lancer, montre précisément ce qui se passe avec un système binaire. Donc là, on a deux étoiles qui tournent l'une autour de l'autre. Eh bien, en tournant l'une autour de l'autre, parce que de l'énergie est rayonnée, la fréquence va augmenter. Donc l'oscillation de la frange d'interférence dont j'ai parlé ici va s'accélérer. C'est ce qui se passe, ça c'est la fréquence instantanée, ça c'est la forme d'onde. Okay. Et ça va de plus en plus vite, et ça c'est la signature d'un chirp, okay, jusqu'à la coalescence. Donc si on revoit juste la collision dans la phase finale, c'est cette affaire-là. Et c'est pour cette affaire-là que des modèles théoriques ont été développés, en particulier par Thibaut Damour. Alors, voilà, ça c'est des crédits de cette affaire. Alors, c'est ça qui a été détecté en 2015. Alors, il y a plusieurs approches. Il y en a une qui est avec modèle et sans modèle. Et celle qui a gagné la détection la plus rapide, ça a été celle qui s'est appelée la Coherent Wave Burst, qui était sans modèle, où cette fois-ci, on fait une décomposition en ondelettes, dans ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc, ce qu'on cherche à faire, c'est trouver une coïncidence qui existe entre des excès d'énergie locale sur les observations faites sur deux détecteurs très éloignés. Donc, il y en avait un qui était dans l'État de Washington et l'autre qui était en Louisiane. C'était le projet LIGO des Américains. Et on voit les signatures, et ça, c'est les signatures temps fréquence réelles, donc qui sont cette forme de chirp où on a l'énergie qui est en train de grimper sur ces deux-là. Et bon, donc il y a tout un travail considérable qui a été fait en analyse des données également, mais qui est une signature, on va dire, post-Fourier des ondes gravitationnelles. Alors évidemment, on peut aller un peu plus loin, parce que si on regarde la forme d'onde telle qu'elle arrive après beaucoup de pré-nettoyage, mais elle est encore bruitée, ce qu'on peut faire, c'est lui donner sa signature temps-fréquence, et puis ensuite se focaliser par des techniques qui sont des techniques, disons, qui sont bien étayées, sur l'endroit où il se passe quelque chose d'anormal dans le plan. Bon, je ne vais pas donner les détails si ça vous intéresse, je peux commenter plus tard. De telle sorte qu'on définit des domaines d'intérêt, on en sélectionne un, et comme on travaille sur des transformés qui sont inversibles, on remonte et on récupère une forme d'onde qui a été débruitée à partir de la connaissance temps-fréquence de cette observation. Et ce qui est assez remarquable, c'est que quand on fait ça et qu'on compare à des modèles théoriques, qui sont les modèles prédits par de la relativité numérique, on obtient sur les deux détecteurs, là, qu'ils soient à Livingston ou à Hanford, on obtient des ressemblances, enfin des coïncidences ou des accords, on va dire, entre la reconstruction et la prédiction théorique qui sont tout à fait remarquables. Et donc, c'est un beau succès, je voulais quand même parler de cette affaire. Alors, on va revenir à Fourier. Alors, Fourier, c'est la théorie de la chaleur, mais en fait, Fourier, c'est beaucoup de choses. Vous avez vu sa vie tout à l'heure, qui est un roman. Mais Fourier, c'est aussi scientifiquement d'autres choses. Par exemple, Fourier, c'est l'effet de serre. Alors, c'est connu, pas trop connu, mais évidemment, il s'est intéressé à la chaleur. Alors, après avoir écrit son œuvre maîtresse, publiée en 1822, en 1824, il a écrit un article qui s'appelle « Les remarques générales sur la température du globe terrestre et des espaces planétaires ». Et il s'intéresse à la question de la radiation et à la question des rayons. Alors, bon, il y a tout un langage qui est un langage qu'il faut réinterpréter et réadapter. Mais par exemple, on lit que c'est ainsi que la température est augmentée par l'interposition de l'atmosphère parce que la chaleur trouve moins d'obstacles pour pénétrer l'air étant à l'état de lumière qu'elle n'en trouve pour repasser dans l'air lorsqu'elle est convertie en chaleur obscure. Voilà. Donc la chaleur obscure, le rayonnement. Donc, mais il y avait cette idée, et en fait, dans son texte, il le lie à des expériences qui étaient faites avec des lames de verre, où on jouait sur un vrai effet de serre. Alors, il n'utilise pas le terme effet de serre, mais disons que dans le principe, c'est ce qui a été fait, ce qui a été après formalisé par Arrhenius, etc. Mais c'était quand même un point de départ. Fourier, c'est aussi, on a parlé de la campagne d'Égypte, c'est quand même aussi la science au service de l'histoire, parce qu'il part en Égypte en tant que révolutionnaire, donc en tant que, c'est la troupe de Bonaparte. Ils y vont, alors bon, c'est vrai qu'il y a un petit côté conquête, quoi, ça c'est sûr, mais ils y vont aussi, lui il y est aussi beaucoup en tant que négociateur dans beaucoup d'épisodes que vous trouverez dans le livre d'Ombre et Robert, mais il y va aussi en tant que scientifique, et le scientifique s'intéresse, et toute l'équipe des scientifiques qui sont autour s'intéresse à découvrir ce qu'est cette Égypte et quelle c'était sa connaissance, etc., etc.
Et il devient rédacteur d'une revue qui s'appelle Le Courrier de l'Égypte. C'est pas une typo, il n'y a qu'un R à courrier dans ce Courrier de l'Égypte. Et il devient coordonnateur et préfacier de cette description de l'Égypte, qui est un ouvrage absolument monumental, où il recense énormément de choses, et en particulier, il s'intéresse à des temples. Et dans ces temples, il y en avait un, c'était le temple de Dendera, dans lequel il y avait une sorte de calendrier qui était un peu une énigme, et il s'intéresse à des problèmes de datation. Et donc là, il propose une façon de considérer la datation du temple en mettant en rapport ce qui est décrit par rapport au temps des moissons et aux positions des constellations, en tenant compte de la précession des équinoxes. Et donc on joue sur le déplacement des constellations pour voir comment on fait une datation. Alors bon, il s'est un peu trompé sur les dates, mais l'idée était derrière. Et dans la campagne d'Égypte, évidemment, il tombe sur la pierre de Rosette. Alors finalement, bon, l'histoire a fait que c'est les Anglais qui l'ont gagné, mais il est tout à fait conscient que là, il y a quelque chose qui est absolument fondamental, et quand plus tard, il va revenir à Grenoble et il sera protecteur du jeune Champollion qu'il a reconnu comme étant, il en était précepteur, comme étant un élève prodige, qui s'intéresse à l'égyptologie avec son frère, etc. Il ne fera que l'encourager et le mettra sur la piste du déchiffrement des hiéroglyphes. C'est pourquoi le nom à Grenoble de Champollion est très lié au nom de Fourier. Voilà, donc c'est aussi une dimension qui était une dimension, disons, plus sciences humaines que sciences exactes. Fourier, c'est aussi en fait quelqu'un qui finalement n'avait pas tellement avait une modernité au sens où, si on regarde ce qui se passe du côté de la science genrée, évidemment c'était une période qui était encore pire que la nôtre, et être mathématicienne était quasiment mission impossible. Alors il y a quelqu'un qui s'appelait Sophie Germain, et Sophie Germain, qui était une mathématicienne particulièrement prodige, elle a commencé par jouer, donc elle s'est mettre en correspondance avec tous les plus grands savants de son temps, quasiment, mais en fait elle l'a fait d'une manière semi-cachée, puisqu'elle a pris un pseudonyme masculin, donc elle s'est fait passer pour un monsieur Legrand, qui était supposé être, il y en avait un vrai qui était élève à l'école polytechnique, elle a récupéré des cours comme ça, et donc elle a fait une correspondance, et la correspondance, qui a avec beaucoup de ces grands noms qui n'avaient aucun problème à reconnaître son talent. Voilà. Donc il n'y avait pas, sans se poser de questions, mais elle a aussi correspondu, donc en particulier, elle a fait des contributions en théorie des nombres, en théorie de l'élasticité, elle a été primée par l'Institut en 1815, première femme primée par l'Institut. Il y a aussi plusieurs anecdotes sur le sujet, mais je ne vais pas en parler. Elle a été primée et reconnue par l'Institut, et à cette époque, c'est l'époque aussi où Fourier allait devenir membre de l'Académie des sciences, et ensuite allait en devenir secrétaire perpétuel. Secrétaire perpétuel, c'est quand même celui qui fait tourner la maison. Et il est devenu ami de Sophie Germain, cette fois-ci en sachant bien que c'était une mademoiselle Sophie Germain et non pas un monsieur qui aurait été c'était pas par un nom de monsieur. Et devenu secrétaire perpétuel, il lui a ouvert les portes des séances de l'Académie des sciences, ce qui était extrêmement, à l'époque, novateur. Alors maintenant, à l'époque, les seules femmes qui avaient le droit d'entrer dans la salle des séances, que certains d'entre vous connaissent peut-être, c'était les femmes d'académiciens. Voilà. Donc elle est la première femme non femme 2 qui a été autorisée à assister aux séances. Alors, évidemment, ça n'a pas été jusqu'à ce qu'elle devienne académicienne, parce que l'histoire vous rappellera que la première femme académicienne n'a pas été Marie Curie, malgré ses 2 prix Nobel, et a été élue en 1974. C'est Madame Yvonne Choquet-Bruat, et l'histoire se reboucle, parce que Madame Choquet-Bruat est celle qui a fourni la première preuve mathématique, on va dire correcte, de l'existence des ondes gravitationnelles dont on parlait tout à l'heure quand elle était en postdoc chez un certain Albert Einstein. Voilà, mais il a fallu attendre 1974. Mais il n'empêche que je pense que la relation que Fourier a eue avec Sophie Germain, dont on ne sait pas exactement ce qu'elle a été d'ailleurs, est une relation qui était une relation scientifique, sans se poser la question de savoir pourquoi c'est une Sophie plutôt que ça soit un Jules. Ok.
Fourier, c'est aussi la science au service de la société, parce que donc il a ce rôle de préfet qu'il a tenu, mais qu'il a exercé. Alors bon, il a toujours été quelqu'un d'extrêmement loyaliste. C'est ce qu'on appelle maintenant un grand serviteur de l'État, on va dire. Donc c'est quelqu'un qui a été ballotté dans les mouvances de changement de pouvoir, etc. Mais il a toujours été loyaliste au sens où les fonctions qui étaient des fonctions qui lui étaient attribuées, qui étaient des fonctions de type d'administration au sein de la société, il les faisait. Et il les faisait très bien. Alors, c'est pendant sa période de préfet, je disais qu'il a élaboré sa grande théorie sur la théorie analytique de la chaleur, mais en même temps, il faisait son boulot, et il faisait son boulot de préfet en étant aussi scientifique. Donc, il s'intéressait presque comme un ingénieur, quoi. Il a tracé des routes, donc il a ouvert la route du col du Lautaret, il a assaini les marais de Bourgoin, il a visité les industries manufacturières et les mines pour leur proposer de changer les modes de chauffage, etc., pour de meilleures efficacités. Bon. Puis après, quand il a été nommé au bureau des statistiques à Paris, il a continué et il a réalisé des études de statistiques, de démographie, d'épidémiologie, d'hygiène publique. Et donc il a mis toute sa science et son approche scientifique au service de la société. Donc là, c'est Fourier en grand habit de préfet. Voilà. Donc finalement, Fourier... je reprends cette planche parce que c'était l'affiche de l'exposition qui était à l'Institut Henri Poincaré l'an dernier, là pour les 250 ans, une exposition potentiellement qui peut tourner, qui s'appelait « De la Révolution française à la Révolution numérique ». Donc je crois qu'effectivement, il y a ce côté qui est ce côté extraordinaire comme trajectoire individuelle, mais comme une trajectoire individuelle prise dans une grande aventure, qui est une grande aventure dans laquelle il a joué sa part tout à fait bien, et qui était une grande aventure du début du 19e siècle, et qui a des prolongements sous d'autres formes, et donc on le revoir. Donc le mot révolution est quand même un mot qui est pertinent dans ce contexte-là. Donc je vais m'arrêter là pour dire que l'an dernier, on a fêté les 250 ans de la naissance de Fourier, donc à cette occasion, beaucoup d'événements se sont passés. Donc si ça vous intéresse, il y a un site de ressources où beaucoup des événements passés sont présents avec des liens, parce que la plupart du temps, il y avait quand même des enregistrements, des conférences qui se sont faites. Il y a aussi un certain nombre de publications qui ont été faites. Bref, c'est un site de ressources. Donc n'hésitez pas à le visiter si ça vous intéresse et si vous voulez mieux connaître Fourier. C'est aussi des pointeurs pour les vrais connaisseurs de Fourier, les grands contributeurs. Donc j'ai nommé Jean-Pierre Kahn qui nous a quittés, mais aussi Jean Dombre et bien d'autres. Voilà, je vous remercie. Temps pour des échanges avec la salle. Oui, bonjour, merci beaucoup pour cet exposé. Moi, j'ai juste une question sur, on va dire de manière générale, le calcul à l'heure actuelle, dans le sens où à cette époque-là, quelque chose qui est crucial, c'est qu'ils avaient besoin pour faire des calculs, enfin, pour certifier leur théorie, etc., de faire des calculs analytiques, quoi. Donc, que ce soit Newton, il a inventé les schémas numériques d'intégration géométrique du mouvement. Et ben, d'une certaine façon, l'analyse de Fourier s'était liée aussi à la nécessité de faire des calculs analytiques des équations de dérivées partielles. Et ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est moins dans l'air du temps et qui se perd petit à petit, notamment dans la formation des jeunes. Et est-ce que quelque part, c'est pas nécessaire de réactiver un petit peu est-ce que c'est un art presque d'arriver, parce qu'il faut comprendre la physique, et cette compréhension de la physique, elle guide aussi la manière dont on va simplifier les modèles et puis aller faire des calculs, quoi. Oui. Non, mais moi, je suis bien d'accord, mais je redis un peu ce que j'ai dit. Je crois qu'en fait, il y a vraiment une coopération entre ces différentes approches. Donc, du temps de Fourier, je pense que Fourier, il aurait adoré avoir des calculateurs. Il n'en avait pas.
Donc il avait cette volonté de pousser les choses jusqu'aux dernières applications numériques. Donc, mais ce qu'il a fait, il ne l'a pas fait dans le sens, par exemple, il ne l'a pas véritablement fait pour l'histoire du réchauffement de la Terre, la mesure de l'âge de la Terre, etc., où on pourrait imaginer d'aller un peu plus loin numériquement. Donc il ne l'a pas fait en ce sens-là. Par contre, il a établi les équations et le principe des méthodes, et il avait le souci que ces choses-là puissent être transformables de manière concrète. Ce qui était vrai quand même dans le calcul des séries et des transformées de Fourier qu'il faisait, où ce qu'il souhaitait, c'était il s'intéressait à la précision avec laquelle il pouvait obtenir ses coefficients, etc. Mais c'était des pages de calcul à l'époque. Voilà. Donc ça c'est sûr. Alors, il y a d'autres gens qui ont pris le... Bon, là, il y a un cheminement qui est toujours un tout petit peu compliqué, parce que, d'une certaine façon, c'est Gauss, bon, dans l'œuvre de laquelle on a trouvé des prémices des algorithmes rapides qui seront ce qui est la transformée de Fourier, alors qu'il ne faisait pas référence vraiment à la transformée de Fourier. Bon, il s'intéressait à des décompositions sur des sinus, mais pas vraiment. Donc, il y avait ces soucis qui existaient, et je crois qu'en fait, il y a un petit peu les deux. Alors moi, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que si on prend la diagonale qui est justement entre données numériques et algorithmes, bon, c'est quelque chose qui est très à l'œuvre maintenant. C'est, bon, tout ce qui est piloté par les données, tout ce qui est méthode dans lesquelles on développe de l'apprentissage, de la connaissance par apprentissage, etc., etc. Et tout le monde sait bien que toute la richesse de cette chose-là n'en sera que grandie quand on a le souci de s'accrocher à l'autre bout, qui est le bout d'avoir des modèles qui viennent soit de la physique, soit des modèles mathématiques qui expliquent mieux ce qui se passe. Ma question, c'était est-ce qu'on a la capacité d'avoir l'hygiène et la discipline pour faire ça, quoi? C'est-à-dire que si on te donne tellement de capacité de calcul que tu n'as plus la contrainte de le faire, est-ce que finalement, c'est pas quelque chose qui va se perdre ou... Là, je crois que la réponse, elle est... disons qu'on peut tous en avoir le souci, et puis on peut chacun avoir sa réponse de comment on fait avec. Mais oui, je crois qu'il faut le faire. Il faut le faire maintenant. Oui, bonjour. Je suis là. D'accord. Nadim Fates, INRI à Nancy. Donc merci beaucoup pour cet exposé passionnant qui nous donne beaucoup à penser. Moi j'ai deux questions plutôt historiques. La première, c'est le rapport avec un autre grand mathématicien du 19e siècle qui est Laplace. Déjà, est-ce qu'il y a eu des rapports personnels entre Fourier et Laplace? Et au niveau mathématique, est-ce que vous diriez que transformer de Fourier, transformer de Laplace, c'est plus ou moins la même chose? Ou est-ce qu'il y a des vraies profondes différences entre ces deux approches? Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, c'est au fond, vous avez parlé d'astronomie, mais j'ai l'impression que l'approche de Fourier, on la faisait déjà, par exemple, lorsqu'on décrivait le mouvement des astres par une superposition de cercles et de choses comme ça. Oui. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui remonte à une conception philosophique profonde du monde? Alors oui, bon, si on prend d'abord le deuxième point, c'est sûr qu'il y a beaucoup de précurseurs à la théorie de Fourier. Alors, la théorie de Fourier, ce qui est assez paradoxal, c'est qu'elle arrive par la théorie de la chaleur. Ça, c'était un peu étonnant, parce que l'idée de représenter les choses sous des formes d'oscillation, de sinus, de cosinus, etc., effectivement, c'est des choses qu'on avait vues avant, plutôt du côté du mouvement des astres, de la régularité de tout ce qui est le système, les systèmes solaires, etc., planétaires, et puis du côté du son, en fait, de l'acoustique et des cordes vibrantes, qui étaient les travaux de Bernoulli, qui étaient ces travaux-là. Et en fait, ce qui est assez étonnant, c'est que Fourier, il s'attaque au problème de la chaleur et il retombe sur la nécessité
de trouver une théorie mathématique pour avoir cette description avec des sinus et cosinus, et il construit d'une manière plus propre que ce qui avait été fait avant, quelque chose qui est de l'ordre de la description de la décomposition en sinus cosinus, mais il ne fait pas le lien avec ce qui a vraiment été fait avec la théorie des cordes vibrantes. Il y a une phrase quelque part qui dit que, en prenant son approche, du coup, ça donnera un meilleur sens à tout ce qui a été fait avant par les autres dans d'autres contextes. Mais il ne s'est pas intéressé. Alors là, il y a tout un autre pan qui est intéressant, qui est le côté connexion entre Fourier et les instruments pour calculer la transformée de Fourier, qui pour beaucoup étaient des instruments qui avaient à voir précisément avec le son et la musique. Donc là, bon, si ça vous intéresse, j'avais fait un exposé là-dessus, sur cet aspect-là, il y a un pont qui n'existe pas vraiment entre les instruments qu'ont développés des gens comme Koenig, etc., vraiment ce qu'on appelle des analyseurs de Fourier maintenant, et qui ne s'appelaient pas comme ça. Et aucune référence n'en était faite, alors que c'était dans les années 1840, alors que c'est vraiment la mise en instrument de la même théorie. Et donc là, ça fait partie de ce côté Fourier nulle part dont j'ai parlé tout à l'heure, parce qu'en 1840, d'une certaine façon, bon, il y a quelqu'un qui s'appelle Ohm, qui est le monsieur de la loi d'Ohm qu'on connaît surtout pour U égale RI, mais qui en même temps était un acousticien qui a essayé de faire quelque chose pour faire ce lien-là, mais en fait, sinon, non, Fourier était un peu oublié de ce côté-là. Voilà. Pour Fourier et Laplace, j'avoue que je vais dire un peu joker, parce que je ne connais pas le sujet. Alors, en tant que transformé, je veux dire, par rapport à la vie de Laplace et aux relations exactes qu'il y a eu, indépendamment du fait qu'il y avait les critiques qui étaient faites par rapport à la rigueur sur le manuscrit initial, pour la transformée de Fourier et la transformée de Laplace, oui, évidemment, c'est extrêmement proche, mais j'avoue que je ne suis pas tout à fait sûr de comment est-ce que Laplace a introduit sa transformée, je ne voudrais pas dire de bêtises. Oui, donc merci pour ce superbe exposé. Il y a un domaine que je voudrais mentionner où Fourier est encore d'une modernité assez stupéfiante, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la programmation par contrainte. Oui. Donc il décrit l'algorithme qu'on appelle aujourd'hui de Fourier-Motzkin de résolution de tests de statisticité d'un ensemble d'inéquations linéaires. Il décrit également l'algorithme du simplex, en fait, pour réaliser de l'optimisation linéaire. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'au-delà de ces algorithmes, il décrit exactement la démarche de modélisation par contrainte, une démarche pour résoudre des problèmes où on modélise mathématiquement par des contraintes et on s'appuie sur un algorithme générique de résolution de ces contraintes. Et il l'illustre par un petit problème de mécanique. C'est d'une modernité absolument stupéfiante. Oui, j'aurais dû mentionner voilà. Cet aspect-là aussi, et qui est aussi quelque chose qui est ressorti. Attends. Toujours, ça marche. Ouais, juste pour rebondir un petit peu sur cette discussion sur tes trois pieds là, parce que moi j'apprécie beaucoup ce que tu dis sur la nécessité de modélisation par rapport au travail uniquement sur les données. Alors, la problématique d'aujourd'hui, sur un domaine qui me tient à cœur dans l'apprentissage, l'intelligence artificielle, c'est la confiance, c'est le sujet. Tout le monde se bouge là-dessus. Alors, il y a différentes manières de donner confiance, mais il y a notamment les questions de preuve, de vérification, de démonstration, de certification. Donc, est-ce que tu partages ce point de vue que c'est de cette manière-là, c'est-à-dire qu'en insérant des connaissances, finalement, qui sont des modèles dans le système, qu'on pourra essayer d'arriver à ça, ou est-ce qu'on pourrait arriver à de la garantie de confiance uniquement en se repassant sur la diagonale de droite, là? Non, moi je crois que la question de la confiance, c'en est une, c'est évidemment, et puis il y a la question, tu vois, si tu regardes les deux diagonales, si tu as la diagonale qui n'est pas une diagonale parce qu'elle est horizontale, elle est du côté de la confiance, on va dire, et puis tu as quand même la diagonale qui est de l'autre côté, qui est de l'explicabilité aussi. Et je pense que ces deux questions qui sont des questions, quand on fait quelque chose qui fonctionne, on a envie de savoir pourquoi ça fonctionne, et on a envie de savoir
jusqu'où ça fonctionne ou ça fonctionne pas, et qu'est-ce qu'on peut espérer comme confiance dans les résultats qu'on obtient. Et je pense que chaque fois, ça nous ramène à quelque chose qui est de cet ordre, qui est de cet ordre-là, où en fait, on se balade quelque part dans ce. Alors bon, soit on le met en triangle, soit on le met en cercle intersecté, ou je ne sais quoi, mais qui est quelque chose qui chaque fois met en relation. Et en général, on a besoin d'un petit peu plus que juste une relation entre deux. Je vais vous remercier encore une fois.